Si tu refuses, nous ne te considérerons plus comme faisant partie de cette famille. Nous couperons tous les liens avec toi. Ce message de ma mère est apparu sur l'écran de mon téléphone, froid et absolu, comme un ultimatum final. C'était un acte de coordination sans faille, comme une équipe d'escrocs chevronnés. Mais ils n'avaient toujours pas réalisé que la personne qu'ils essayaient de menacer n'était plus la même moi qu'ils avaient connue. Tout l'incident avait commencé quelques minutes plus tôt avec un message envoyé par ma sœur cadette joyeuse et excitée, Manon, et il était accompagné d'une photo. C'était une photo d'une voiture de sport rouge vive d'une valeur de 280 000 €, qui brillait dans une salle d'exposition. Elle faisait le signe de la paix en se tenant à côté, comme si elle venait de conquérir le monde entier. J'ai réussi. Mon rêve se réalise. Puis vint la phrase suivante, celle qui me glaça l'estomac. J'ai déjà signé le contrat. Je leur ai dit que tu serais ma co-signataire, et la préapprobation est passée. J'ai signé toutes mes parties, donc il ne reste plus que ta signature. J'ai dit au concessionnaire que tu étais d'accord, alors ils vont probablement t'appeler bientôt pour confirmer. Aucune discussion préalable, aucune permission à rien. C'est sa façon de faire. Elle plonge tête baissée dans un bassin de désir imprudent avec nos parents qui l'encouragent, et il me reste à nettoyer le désordre financier. Pendant des années, j'ai été le filet de sécurité de la famille, leur banque personnelle et la solutionneuse de problèmes ultimes. Pourtant, tandis que je fixais l'écran, mon cœur était étrangement calme. La colère et le chagrin s'étaient consumés depuis longtemps, ne laissant derrière eux qu'une certitude froide et solide. Assise sur le canapé en cuir, je pouvais sentir à quel point le calme de ma maison contrastait fortement avec le chaos qu'ils essayaient de créer. J'ai lentement commencé à taper ma réponse. Cela ne me dérange pas d'être ta co-signataire, Manon, mais je suis certaine qu'il y a une chose que tu as oubliée. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été marqué comme lu presque instantanément, mais aucune réponse n'est venue. Ils étaient probablement abasourdis par mon calme inattendu. Ils avaient oublié un fait crucial, pour obtenir un prêt, il faut des actifs, et ils n'en avaient plus un seul à offrir. La maison dans laquelle ils vivaient, la voiture que mon père conduisait, tous les droits légaux sur ceux-ci appartenaient fermement à mon nom. Oui, le spectacle ne faisait que commencer. Je m'appelle Camille, j'ai 38 ans. Je travaille comme analyste financière. J'ai bâti ma fortune de mes propres mains, je paie toutes les factures avant l'échéance et je vis dans une indépendance financière totale. Pendant ce temps, ma sœur cadette Manon avait déjà 32 ans. Mais elle n'a jamais conservé un emploi stable, mendiant toujours de l'argent à nos parents sous prétexte qu'elle allait devenir une influenceuse, pour ensuite perdre tout intérêt en quelques mois et courir après son prochain rêve. Et puis il y avait nos parents. Ils avaient toujours gâté Manon à un degré absurde. Et ce favoritisme aveugle avait fatalement déformé le sens de l'argent de toute la famille. Comment pouvait-il me faire des demandes aussi audacieuses? La cause profonde remontait à 10 ans. Mon père avait contracté un prêt hypothécaire de 465 000 € en utilisant notre maison comme garantie pour investir dans une entreprise d'importation mal planifiée. Elle a échoué spectaculairement. Ce fut le début, le moment où j'ai mis le pied dans le bourbier sans fond des problèmes financiers de ma famille. Quand la banque a envoyé un avis de saisie, j'ai vidé toutes les économies que j'avais accumulées depuis le début de ma carrière et j'ai remboursé leur énorme dette. Au début, j'étais purement animé par le désir de sauver ma famille. Je croyais naïvement qu'une fois qu'ils verraient à quel point les choses étaient devenues sérieuses, ils se réveilleraient et reconstruiraient leur vie. Mais cet espoir a été brisé presque immédiatement. Malgré la perte de la plupart de leurs actifs, leur style de vie n'a pas changé d'un iota. Au contraire, peut-être par culpabilité de leur échec, mes parents ont commencé à gâter Manon encore plus. Leur phrase préférée était « Nous ne voulons pas qu'elle souffre ». Quand Manon a dit « Je veux gérer ma propre boutique », ils lui ont donné le peu qui leur restait. Même quand cet argent s'est évanoui dans des sacs à main de luxe, ils n'ont rien dit. Avec le temps, ils sont devenus un trou noir financier complet. Et combler ce trou est devenu en quelque sorte mon rôle. Toute parole de gratitude pour mon premier sauvetage a rapidement disparu, remplacée par une conviction tacite que mon soutien était leur droit. Les factures médicales de mes parents, les réparations de la maison, toutes sortes de dépenses me parvenaient comme si c'était parfaitement naturel. Si je refusais, ma mère pleurait, mon père criait, et Manon publiait sur les réseaux sociaux en me traitant de personne froide et sans cœur. J'ai cédé à ce chantage émotionnel et j'ai continué à payer. Mais à partir de ce moment,
la méfiance envers eux a commencé à grandir en moi. Doucement, mais sûrement. Un jour, j'ai réalisé quelque chose, ce que je leur donnais n'était pas de l'argent. Je leur donnais un sursis pour rester irresponsable. Si les choses continuaient ainsi, nous coulerions tous ensemble. Je devais agir, non pas pour les protéger, mais pour me protéger moi-même. À partir de ce jour, j'ai commencé à consulter un avocat et à organiser légalement leurs actifs. Et en échange de la prise en charge de la dette, j'ai fait signer à mon père les documents suivants, un billet à ordre, un acte de fiducie et un acte de renonciation. Ils étaient simplement soulagés que leur dette immédiate ait disparu, et ils ont signé tout ce que je plaçais devant eux sans y réfléchir à deux fois. Ils n'ont jamais vraiment considéré ce que ces papiers signifiaient. Il était évident qu'ils ne comprenaient pas les implications. Pour eux, ce n'était qu'une autre procédure temporaire pour régler encore un autre problème financier. Mais à partir de ce moment, j'étais, aux yeux de la loi, la propriétaire de la maison. Cette négligence s'est avérée extrêmement utile pour mener à bien mon plan en douceur. La nuit où le transfert de titre a été finalisé, j'ai appelé mes parents. Lorsque je leur ai dit, dorénavant, je gérerai directement tous les paiements de la dette, mon père a semblé soulagé. « Oh, c'est une aide énorme », a-t-il dit joyeusement. Ils n'avaient aucune idée que la propriété de leur maison m'appartenait légalement à partir de ce moment-là. Pour moi, c'était le premier filet de sécurité. C'était la couche minimale de protection, garantissant qu'ils ne pourraient pas disposer de leurs actifs de manière imprudente si les choses tournaient mal. Manon était encore plus indifférente. La situation financière de nos parents ne la préoccupait absolument pas. Elle ne pensait qu'à satisfaire ses propres désirs. Même si elle apprenait que j'avais fini par détenir les droits sur la maison, elle hausserait probablement les épaules et dirait « Et alors, qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Dans son monde, l'argent apparaît simplement de quelque part, et elle suppose vaguement que c'est moi qui contrôle le robinet. Cette relation déséquilibrée a duré des années. Je gagne, ils dépensent. Je planifie, ils vivent négligemment des résultats. Chaque fois que j'essaie de fixer des limites, ils les font tomber avec des arguments émotionnels comme « Pourquoi es-tu si froide avec ta propre famille ?» J'avais besoin de détruire entièrement cette structure déformée. C'est pourquoi l'incident récent de la voiture de sport était l'opportunité parfaite pour moi. Mais pourquoi avais-je perdu toute confiance en eux pour commencer? Tout a commencé avec cet événement il y a 5 ans, à l'époque où je croyais encore qu'ils étaient ma famille. Cet incident fut le moment où je me suis vraiment réveillé de l'illusion de la famille. À l'époque, j'étudiais avec acharnement pour un MBA afin de faire progresser ma carrière, économisant 18 500 € pour les frais de scolarité et les dépenses de subsistance. C'était mon rêve, mon sanctuaire, quelque chose dans lequel je ne voulais pas que quiconque interfère. Quand j'ai parlé de mon plan à ma famille, ils m'ont tous félicité. C'est incroyable. Tu peux le faire, Camille, ont-ils dit. Mais je ne réalisais pas encore à quel point ces mots étaient vides. Un week-end, lorsque je suis rentré d'un court voyage, quelque chose dans l'atmosphère de la maison semblait étrange. Mes parents étaient exceptionnellement gentils avec moi, tandis que Manon évitait mon regard. Un sentiment d'effroi m'a traversé, et j'ai immédiatement vérifié mon solde bancaire. Puis j'ai figé. Les 18 500 € qui auraient dû être là avaient presque entièrement disparu. D'une voix tremblante, j'ai confronté mes parents. Ils avaient exercé leur droit en tant que co-titulaires de compte et retiré chaque centime de mes économies sans ma permission. Manon voulait vraiment aller à New York, sanglota ma mère. Toutes ses amies y vont. Comment pouvions-nous la laisser être la seule à rester? Tu peux toujours économiser l'argent à nouveau, n'est-ce pas, dit mon père défensivement. Ils avaient piétiné mon rêve sans une once de culpabilité pour la vanité passagère de Manon. C'était du vol sous l'une de ses formes les plus méprisables, trop trouble pour être facilement condamné par la loi. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Ils n'étaient plus ma famille. Ils étaient des prédateurs. Des sangsues se nourrissant de mes actifs. Après ce que j'en suis venu à appeler l'incident du voyage à New York, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison. Et pour la première fois de ma vie, j'ai engagé un avocat par moi-même. Mon objectif était de récupérer les 18 500 € volés et de construire un mur légal qui les empêcherait à jamais de toucher à mes finances. Je me souviens encore d'être assise sur le sol froid de mon nouvel appartement, feuilletant l'annuaire téléphonique à la recherche d'un avocat. J'avais atteint ma limite à vivre dans cette maison, à lire constamment leurs humeurs.
J'ai réalisé que si je ne créais pas de distance physique, mon esprit s'effondrerait. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un cas de vol manifeste, a dit fermement l'avocat après que j'ai tout expliqué dans son bureau. Ces mots ont solidifié ma résolution. Lorsque l'avocat a envoyé une demande de remboursement officielle, ma famille est tombée dans la panique, comme on pouvait s'y attendre. Comment peux-tu faire cela à ta propre famille? Essaies-tu de nous humilier en public, a pleuré ma mère au téléphone. As-tu oublié tout ce que nous avons fait pour toi, a crié mon père. Mais j'ai refusé de répondre et je leur ai dit que toute communication passerait par mon avocat. Face à ma résolution inébranlable et à la menace d'une action en justice, ils ont finalement cédé. Quelques semaines plus tard, ils ont puisé dans le peu d'économies qui leur restait et ont viré 18 500 € sur le compte désigné par mon avocat. Je me fichais d'où ils avaient obtenu l'argent. Tout ce qui comptait, c'était le fait qu'ils l'avaient remboursé. Cet incident m'a appris une leçon importante. La compassion et l'affection ne fonctionnent pas sur eux. Les seules choses qu'ils craignent sont leur réputation et la force de la loi. À partir de cette expérience, j'ai réalisé que je devais renforcer encore plus mes défenses. Premièrement, j'ai changé les mots de passe de tous mes comptes bancaires et activé l'authentification à 2 facteurs. Ensuite, j'ai mis en place des alertes de surveillance strictes auprès des bureaux de crédit afin que toute nouvelle demande de crédit sous mon nom me soit immédiatement notifiée. L'alerte s'est déclenchée environ 6 mois après que j'ai quitté la maison. Manon avait essayé d'utiliser mon numéro de sécurité sociale pour demander plusieurs cartes de crédit en ligne. Heureusement, grâce au système d'alerte, les demandes ont été automatiquement bloquées avant qu'un réel dommage ne soit causé. Lorsque je l'ai confrontée avec la preuve, les courriels montrant la tentative de fraude, elle a dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, mais ta cote de crédit est excellente. Tu pourrais être approuvé pour n'importe quoi. Je n'allais emprunter qu'un peu. À ce moment-là, j'ai su avec certitude. Elle n'avait aucune notion de culpabilité. J'avais suffisamment de preuves entre les mains pour la signaler à la police pour vol d'identité, et je l'ai sérieusement envisagé. Mais je me suis arrêté à la dernière seconde. Non par sympathie. C'était une décision froide et calculée pour éviter les complications sans fin qu'entraînerait l'envoi de ma propre sœur en prison. Alors, j'ai décidé de leur donner une dernière chance en tant que famille. Mais il ne s'agissait pas de rédemption. C'était un avertissement final pour m'assurer que je ne serais plus jamais leur victime. La condition était simple. Construire un mur complet qui les empêcherait à jamais d'accéder à mes informations personnelles, mon crédit ou mes actifs. Les demi-mesures ne fonctionneraient pas pour rompre cette connexion. La seule solution était d'amener chaque aspect de leur vie financière sous mon contrôle. J'ai donc commencé à les guider avec soin et délibération pour qu'ils me transfèrent tous les droits légaux sur leurs actifs en échange de la prise en charge de leurs dettes. Tentés par la douce promesse d'un soulagement instantané, ils ont signé les documents joyeusement sans aucune compréhension de ce qu'ils abandonnaient. Cela a marqué l'achèvement de la forteresse que j'avais passé 5 ans à construire. Alors que je me souvenais de ces événements d'il y a 5 ans, j'ai lentement ouvert les yeux. Le fonds MB a volé, la tentative de fraude avec mes informations personnelles, chacune de leurs actions avait visé mes actifs. C'est pourquoi j'ai construit une forteresse légale pour protéger ce qui était à moi. C'était une mesure défensive, rien de plus, une façon de garantir qu'ils n'envahiraient plus jamais mon territoire. Puis, rompant le silence, mon téléphone a sonné avec une nouvelle notification. Sur l'écran, il y avait un message de Manon. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire que j'oublie quelque chose ?» Alors, cela avait commencé. Incapable de comprendre le sens de ma réponse, elle avait perdu patience. Mais cette fois, la situation était à un niveau complètement différent. Ce n'était pas un simple cas de mendicité. Ils avaient essayé de vendre la chose même que j'avais passé des années à construire ma solvabilité en lui apposant une étiquette de prix de 280 000 € sans mon consentement. En tant qu'analyste financière, ma crédibilité et ma vie. Si Manon ne payait jamais une échéance, cela laisserait une cicatrice permanente sur mon dossier de crédit. Cela pourrait détruire ma carrière de fond en comble. Ils n'avaient aucune compréhension de la gravité de la situation. Non, ils n'essayaient même pas de comprendre. Pour eux, ma crédibilité, comme mon argent, était une ressource infinie qu'ils pouvaient librement exploiter. Pendant des années, j'avais enduré leurs attaques, les avais déviés et construit des couches de défense. Mais maintenant, j'avais atteint ma limite.
Ils avaient franchi une ligne qui ne devait jamais l'être. Et ils l'avaient fait sans hésitation. C'était l'ultimatum final. Non pas de moi, mais du destin lui-même. Je ne les protégerai plus, ni n'espérerai leur rédemption. Tout ce que je ferais serait de gérer la situation calmement et précisément, selon les règles que j'avais établies. La colère et le chagrin que j'avais ressentis autrefois avaient disparu. Tout ce qui restait était la froide détermination d'un chirurgien effectuant une opération nécessaire. Je me séparerais, ainsi que mon avenir, de la maladie qui s'appelait ma famille, et l'opération commencerait maintenant. Je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. Je savais déjà exactement qui je devais appeler en premier, l'avocat qui m'avait aidé il y a 5 ans. Maître Dubois, cela fait un moment. C'est Camille. Même si 5 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation, Maître Dubois m'a reconnu immédiatement, sa voix calme et posée. J'ai interprété votre silence comme un bon signe, a-t-il dit. À ces mots, j'ai laissé échapper un sourire sec et las. Malheureusement, cette fois, je n'appelle pas pour la défense. J'appelle pour l'attaque. J'ai commencé. J'ai expliqué la situation concernant la voiture de sport en termes concis, que Manon m'avait désignée comme sa co-signataire sans mon consentement et avait déjà procédé au contrat, et que mes parents menaçaient de me renier si je refusais. Maître Dubois a écouté en silence, et quand j'ai fini, il a parlé d'un ton calme et résolu. Camille, ce n'est plus un différend familial. C'est une tentative de fraude et de coercition. Cela pourrait facilement être poursuivi comme une affaire pénale. Ces mots n'ont fait que renforcer ma résolution, mais je lui ai dit, je n'envisage pas de poursuite pénale à ce stade. Ce que je veux, c'est une rupture complète avec eux financièrement, socialement, de manière permanente. Maître Dubois a compris immédiatement. Je vois que vous avez l'intention d'exercer tous les droits légaux que vous avez dans toute leur étendue. Dans ce cas, la marche à suivre est claire. Nous avons commencé à discuter des étapes spécifiques. Premièrement, nous enverrions une lettre recommandée au concessionnaire automobile, déclarant formellement que je n'avais aucune intention de devenir co-signataire, rendant ainsi le contrat invalide. Ensuite, nous réaffirmerions que je détenais la pleine propriété de la maison de mes parents et prendrions des mesures légales pour nous assurer qu'ils ne pourraient plus jamais utiliser cet actif comme garantie pour une nouvelle dette. Enfin, nous émettrions un avis écrit à Manon et à mes parents, mettant officiellement fin à tout soutien financier et leur donnant l'instruction de contacter Maître Dubois directement pour toute communication future. Par le temps où nous avons raccroché, mon esprit était limpide. Il n'y avait pas de place pour l'émotion. C'était des affaires, une restructuration de sang-froid de l'entreprise de ma vie, la protégeant des mauvaises créances. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé. Mon premier arrêt fut le bureau de Maître Dubois. Ensemble, nous avons finalisé 3 documents, un adressé au concessionnaire, un à Manon et un à mes parents. La lettre au concessionnaire stipulait clairement que je n'avais jamais consenti à l'accord de co-signature et n'assumais aucune responsabilité quelle qu'elle soit. Les avis à Manon et à mes parents comprenaient une liste détaillée de tout le soutien financier antérieur que j'avais fourni, déclarant formellement qu'à compter de ce jour, toute assistance était définitivement terminée et que toute correspondance future devait passer par Maître Dubois. Au bas de chaque document, nos signatures se tenaient côte à côte. En quittant le cabinet d'avocat, je me suis dirigé directement vers la poste. Là, j'ai posté les 3 documents par courrier recommandé, chacun avec une demande d'accusé de réception jointe. C'est un système qui exige la signature du destinataire à la livraison, et cet accusé de réception signé m'est renvoyé comme preuve légale de livraison. Bien qu'il ne vérifie pas le contenu des lettres elles-mêmes, il établit au-delà de tout doute qui a reçu les documents et quand. En France, c'est la manière la plus fiable de fournir un avis légal formel. Avec cela, le premier pas légal avait été fait. Il faudrait environ 1 ou 2 jours pour que les lettres leur parviennent. Entre-temps, j'avais une autre étape à franchir. Je suis allé à ma banque principale et j'ai fixé un rendez-vous avec mon gestionnaire de compte. Le but était de confirmer une fois pour toutes le statut de l'hypothèque sur la maison de mes parents. Lorsque j'avais repris leur prêt des années auparavant, la propriété avait été officiellement réenregistrée sous mon nom, et je détenais le premier privilège. En d'autres termes, la propriété de la maison m'appartenait entièrement. Le représentant de la banque a tout vérifié dans le système et a dit fermement, « Oui, mademoiselle Camille. Chaque droit associé à cette propriété vous appartient exclusivement. Vos parents ne peuvent pas utiliser cette maison comme garantie pour un quelconque prêt sans votre autorisation explicite.
Cela réglait la question. J'avais une certitude complète qu'il n'avait plus aucun moyen d'emprunter de l'argent à qui que ce soit d'autre que moi. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu un déluge de messages frénétiques de Manon s'accumuler sur mon téléphone. « Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Qu'est-ce que tu voulais dire par oublier quelque chose? Le concessionnaire dit qu'il ne peut pas avancer sans avoir de tes nouvelles. Je les ai fait défiler sans émotion et les ai tous supprimés. Tu ne parles plus à la bonne personne. Tu comprendras ce que cela signifie assez tôt. » Dès l'après-midi suivant, les avis devaient leur être parvenus. Manon, bien sûr, a été la première à réagir. Mon téléphone a commencé à sonner sans cesse, son nom clignotant sur l'écran encore et encore. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement attendu que la sonnerie s'arrête. Dès que l'appel a pris fin, le barrage de messages textes a commencé. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Qui est cet avocat? Tu plaisantes en parlant de couper le soutien, n'est-ce pas? Retire cette lettre tout de suite. Ces mots irradiaient la panique, la confusion, et une incapacité totale à saisir la réalité de ce qui se passait. Elle avait probablement eu des nouvelles du concessionnaire aussi. Quelque chose comme, étant donné que le consentement de mademoiselle Camille n'a pas pu être obtenu, ce contrat est invalide. La voiture de sport de 280 000 € qu'elle avait presque assurée avait disparu devant ses yeux comme un mirage. Elle n'avait probablement jamais connu une telle humiliation et déception de toute sa vie. J'ai lu chaque message qu'elle a envoyé, confirmant calmement que tout se déroulait exactement comme prévu. Puis, réalisant qu'il n'y avait plus rien à gagner d'elle, j'ai tranquillement bloqué son numéro entièrement. Elle ne pourrait plus jamais m'appeler ni m'envoyer de messages. M'attendant à ce que mes parents me contactent ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Comme prévu, après un moment, le nom de ma mère est apparu doucement sur l'écran. J'ai simplement regardé jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête et que l'appel aille à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, une notification a surgi. Elle avait laissé un message. Lorsque je l'ai rejoué, j'ai entendu sa voix tremblante à travers les larmes. « Camille, s'il te plaît, réponds au téléphone. » Manon pleure et crie. Elle est complètement hystérique. Que s'est-il passé? Cette lettre ne peut pas vraiment être ce que tu ressens, n'est-ce pas? Elle ne comprenait toujours pas. Pour elle, ce n'était rien de plus qu'une extension d'une querelle mesquine entre sœurs. Elle n'avait aucune idée de la profondeur réelle de ce problème. Finalement, mon père a appelé. Comme auparavant, je n'ai pas répondu et j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Sa voix, lorsque le message est passé, tremblait de colère. « Camille, essaies-tu de détruire cette famille? Virez cet avocat à vous et réglez cela tout de suite. C'est un ordre. » Son ton d'autorité n'avait pas changé du tout depuis avant que je quitte la maison, mais il ne savait toujours pas que ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je suis juste resté assise en silence, fixant les messages et les appels manqués. Il n'avait pas encore fait face à une véritable peur. Il n'avait pas réalisé que le sol sous eux n'était rien de plus qu'un château construit sur du sable. Je pouvais déjà prédire leur prochain mouvement. Ils se précipiteraient à la banque pour vérifier leur statut financier. Et c'est là qu'ils apprendraient enfin ce que les documents qu'ils avaient signés signifiaient réellement. C'est là que le véritable désespoir commencerait. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Comme prévu, Camille, a-t-il dit, une légère note d'excitation dans la voix. Vos parents se sont présentés à la banque dès ce matin. Ils voulaient vérifier la propriété de la maison et ont demandé si elle pouvait être retransférée à leur nom. Naturellement, la banque leur a dit non poliment mais fermement. Je pouvais imaginer la scène parfaitement. Au comptoir bas de la banque, mes parents ont dû pâlir en étant confrontés au fait qu'ils n'étaient plus les propriétaires de leur maison. La maison dans laquelle ils avaient vécu pendant des décennies, plus la leur. Pour la première fois, ils ont dû vraiment ressentir le poids insupportable de cette réalité. Maître Dubois a continué, et quant à Manon, elle a été contactée par le concessionnaire automobile concernant une fraude potentielle. Ils l'ont avertie des conséquences légales, et elle est clairement ébranlée. Il semble qu'elle ait même envisagé de forger votre signature. Le concessionnaire ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Son rêve de 280 000 € s'était transformé en cauchemar, un cauchemar de sa propre fabrication. Ce soir-là, ils se sont finalement présentés à mon appartement. À travers la caméra de l'interphone, j'ai vu mes parents, épuisés et pâles, et Manon, le visage tordu de rage.
Je n'ai pas répondu. Ils ont commencé à frapper à la porte, criant mon nom. Camille, s'il te plaît, écoute-nous. Tu es si cruel. Je ne te pardonnerai jamais. S'il te plaît, ne nous enlève pas la maison. Leur voix était étouffée à travers l'épaisse porte. J'ai simplement écouté en silence. Pas de larmes, pas de colère. C'était la conséquence inévitable de leurs années d'irresponsabilité. Je ne leur avais rien pris. Ils avaient tout perdu de leurs propres mains. Après environ 30 minutes à frapper, ils ont finalement abandonné et sont partis. Le couloir est devenu silencieux, comme le calme après la tempête. Mais ce n'était pas la fin. Ils croyaient toujours avoir une dernière carte à jouer, une carte émotionnelle, la carte appelée famille. Quelques jours après la confrontation à mon appartement, une lettre est arrivée. Elle venait de ma mère. Elle avait ignoré l'instruction de communiquer uniquement par l'intermédiaire de mon avocat et avait envoyé à la place une lettre manuscrite émotionnelle. À l'intérieur, elle avait inclus de vieilles photos de famille de quand j'étais enfant. Le contenu était prévisible, un appel à la sentimentalité, de bons souvenirs, des paroles sur les liens familiaux, et la phrase « Tu étais une fille si gentille ». Chaque mot était soigneusement choisi pour éveiller ma culpabilité. Pendant ce temps, Manon avait commencé sa propre campagne de victime sur les réseaux sociaux. Trahi par ma propre famille. Je leur ai fait confiance, et ils m'ont tout pris. Avec des mots vagues et chargés d'émotions comme cela, elle essayait de gagner de la sympathie et de me faire passer pour la méchante. Qu'est-il arrivé à ta famille? Vous devriez discuter. Des messages comme ça commençaient à arriver de la part de proches qui n'avaient aucune compréhension réelle de la situation. Ils plaçaient leurs derniers espoirs sur la pression sociale et ma conscience. Ils pensaient que si suffisamment de gens faisaient appel à mes émotions, je finirais par craquer et dire « D'accord, je leur pardonne ». Mais ils n'ont jamais compris, jusqu'à la fin, qu'à partir du moment même où ils avaient volé mon rêve il y a 5 ans, toute affection que j'avais pour eux s'était complètement évanouie. Sans hésitation, j'ai mis la lettre de ma mère et les vieilles photos de famille dans le destructeur de documents. Ensuite, j'ai contacté Maître Dubois pour gérer l'étape finale. C'était un avis d'expulsion pour la maison de mes parents. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de les jeter immédiatement à la rue. J'ai inclus le délai de grâce légalement requis, ainsi qu'une suggestion polie qu'ils trouvent une maison de location plus adaptée à leurs moyens. Ce n'était pas une punition. C'était leur dernière chance de devenir financièrement indépendants, de se tenir debout par eux-mêmes. Quand ils recevraient cet avis, ils comprendraient enfin que j'étais sérieuse et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai bloqué toutes les lignes de communication possibles et j'ai obtenu un nouveau numéro de téléphone. C'était la seule façon de couper tous les liens physiques avec mon passé. Mais même cela n'était pas suffisant. Ils savaient toujours où je travaillais et où je vivais. Si je voulais une vraie liberté, je devais quitter cet endroit entièrement. Le jour même où l'avis d'expulsion a été posté, j'ai soumis ma démission au travail. Heureusement, mes compétences étaient bien reconnues dans l'industrie. J'ai contacté une entreprise de la Côte d'Azur qui m'avait déjà offert un poste généreux. Les négociations se sont déroulées étonnamment bien, et en un mois, j'avais un nouveau travail qui m'attendait. Il n'y avait presque aucune chance qu'ils puissent jamais retrouver mon nouveau lieu de travail. Le mois suivant s'est déroulé dans un flou. J'ai demandé à Maître Dubois de s'occuper de la vente de la maison. Ensuite, j'ai vendu ou jeté la plupart de mes meubles, n'emballant que l'essentiel dans quelques boîtes. Et comme une évasion silencieuse dans la nuit, j'ai quitté la ville sans le dire à personne. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai commencé ma nouvelle vie à Nice. Ici, où la brise du Pacifique dérive dans les rues, personne ne sait qui j'étais. Les seuls appels que je reçois sur mon nouveau téléphone sont liés au travail ou des invitations de nouveaux amis. Il n'y a plus de messages d'anciennes connaissances ou de parents éloignés. Pour la première fois de ma vie, j'avais trouvé une véritable tranquillité d'esprit. Il y a quelques jours, j'ai reçu un dernier courriel de Maître Dubois, un rapport de clôture. La vente de la maison avait été achevée avec succès. Mes parents avaient déménagé dans un petit appartement en ville, et Manon avait commencé à travailler à temps partiel dans une boutique de luxe. Leurs vies ne sont sûrement pas faciles, mais enfin, ils ont atteint la ligne de départ la plus élémentaire, le point où ils sont responsables de subvenir à leur propre vie. Même en lisant le rapport, je ne ressentais rien. Ni haine, ni pitié, ni culpabilité. Seulement un détachement lointain, comme si je lisais des informations sur des étrangers dans un pays étranger.
Ma vie m'appartient. Cette liberté et cette paix, c'est la récompense pour laquelle je me suis battu toutes ces années pour enfin la revendiquer.